Il est 8 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Et pour cette dernière tranche, nous avons pour vous en ouverture, le bulletin Afrique avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé hier mardi à Bamako. Antonio Guterres a passé la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali. Plus de 12 000 soldats sont sur ce terrain, nous dit Kolo Koulibaly. Accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Antonio Guterres s'est ensuite rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus tombés en 2017, indique l'AFP. Pour la 4e année consécutive, la mission de maintien de la paix au Mali a subi en 2017 la plus grande perte en vie humaine. 21 casques bleus et 7 civils tués, avait appris l'AFP la semaine dernière auprès de l'ONU. Déployée en 2013, la MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine. Elle a perdu près de 160 casques bleus, dont 102 dans des actes hostiles, soit plus de la moitié des soldats de l'ONU tués sur cette période dans le monde. Le patron des Nations Unies est accompagné dans cette visite de 2 jours à Bamako et en province par ses secrétaires généraux adjoints aux opérations de maintien de la paix et au soutien logistique, respectivement Jean-Pierre Lacroix et Atul Kar, ainsi que par la directrice de l'UNICEF Henrietta Fore. Lors de cette visite de solidarité qui intervient pendant le mois de Ramadan, le secrétaire général observera lui-même le jeûne selon l'ONU. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, en grande partie chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit actuellement. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé hier mardi qu'il allait approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique, ouvrant la voie à des candidats plus jeunes aux élections générales prévues en 2019. Lady Kwadou. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes Nigériens prometteurs se joindront à moi pour la signature de la loi pas trop jeune pour être candidat, a déclaré le chef de l'État nigérien dans un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans le pays. Cette loi a été votée par les 2 chambres du Parlement l'année dernière. Conformément à la Constitution, elle a ensuite été approuvée par les 2 tiers des assemblées législatives des États. L'assentiment du chef de l'État est la dernière étape du processus. Le texte prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelques 180 millions d'habitants a moins de 30 ans. Le président Buhari, 75 ans, espère être réélu pour un 2e mandat de 4 ans à la présidentielle de février 2019, la 6e à se tenir depuis le retour à un régime civil en mai 1999. Mais son état de santé suscite des interrogations. M. Buhari ayant été soigné pendant plusieurs mois à Londres pour une maladie dont la nature n'a pas été révélée. Parmi les candidats déclarés à la prochaine présidentielle figure notamment l'ancien vice-président Atiku Abubakar, âgé de 71 ans. Les élections législatives et présidentielles auront lieu le 10 décembre prochain en Libye. C'est ce qui ressort d'un accord conclu hier mardi à Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron, le président français, et du médiateur de l'Union africaine pour la Libye, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Jérôme Kouakou. C'est un rêve qui s'est finalement réalisé. À l'issue d'un sommet de haut niveau tenu à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron, le premier ministre Fayez Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, hommes forts de l'Est du pays, ils se sont enfin accordés sur la date de la tenue des élections législatives et présidentielles. Ces scrutins auront lieu le 10 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire libyen. Nous nous engageons à travailler de façon constructive avec l'ONU pour organiser des élections crédibles et pacifiques et à respecter les résultats des élections, indique la déclaration politique lue en arabe et approuvée par les 4 responsables libyens que sont le premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj,
Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et celui du Conseil d'État, Khaled Al-Meshri. Les signataires de l'accord se sont aussi engagés à travailler en synergie de manière à mettre hors d'état de nuire quiconque fera obstruction au processus électoral. Et surtout, unifier les forces de défense et de sécurité afin de faire face à la menace djihadiste. Cet accord devrait ainsi permettre à la Libye de sortir d'une crise politico-militaire qui la secoue depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 suite à une insurrection populaire. Ce qui explique l'optimisme du président français qui a expliqué que l'accord conclu entre les principaux responsables libyens à Paris est une étape clé pour la réconciliation. Emmanuel Macron s'est également félicité d'une rencontre historique qui est accompagnée par l'ensemble de la communauté internationale. 10 personnes, dont des enfants, ont été décapitées dans un village de l'extrême nord-est du Mozambique. C'était lors d'une nouvelle opération meurtrière attribuée à un groupe de jeunes musulmans radicaux qui défient depuis des mois le gouvernement et la police. Nadège Kofi. Selon plusieurs sources locales interrogées mardi sous couvert de l'anonymat par l'AFP, l'attaque s'est déroulée aux premières heures du jour dimanche dans le petit village de Monjane, dans la province du Cabo Delgado, non loin de la frontière avec la Tanzanie. Parmi les 10 victimes figurent des enfants et le chef traditionnel du village, a précisé l'anonymat. Selon lui, les islamistes visaient le chef du village parce qu'il avait fourni des informations à la police sur l'endroit où le groupe était caché. Connu sous le nom de Al-Shabaab, les jeunes en arabe, un groupe islamiste radical a émergé en octobre lors d'une opération spectaculaire visant le commissariat de police et une caserne de l'armée dans la ville de Monsimbao da Praia, dans la même province du Cabo Delgado. La police n'avait pu reprendre le contrôle de la ville jusqu'au bout de 2 jours de combat qui s'était soldé par la mort de 2 policiers, d'un chef local et de 14 assaillants. La police et le gouvernement mozambicain affirment depuis des mois que l'ordre a été rétabli dans la province, mais des violences sporadiques attribuées à ce groupe continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. Fin avril encore, ce groupe est soupçonné d'avoir attaqué des villages de la région pour voler de la nourriture, faisant au moins un mort et 3 blessés selon des sources locales. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sera de retour à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.